ou développer l'ouverture à autrui. C'est mon ambition et c'est le plan de mon exposé d'aujourd'hui. Et pourquoi on a des illusions d'optique? Parce que le monde est complexe. Alors, le rapport entre les deux, c'est que le monde est tellement complexe qu'on a besoin d'énormément d'algorithmes, d'opérations, de stratégies pour arriver à donner du sens au monde, à extraire du sens dans le monde. Que vous voyez des images naturelles, aussi bien des vaches ou des images de la ville de Tokyo ou je ne sais quoi, il y a une grande complexité géométrique dans toutes les dimensions de l'espace, etc., dans le monde. Et pour arriver à donner du sens à ça, on a besoin d'énormément d'opérations dans notre système perceptif pour arriver à extraire l'information. Alors, je vous présente cette illusion pas pour vous étonner, parce que j'imagine que vous l'avez déjà tous vu. C'est l'illusion du mur de café, parce que c'est un mur de café qui était comme ça à Oxford et qui a été repéré par les psychologues. Et donc, voilà. Et donc, c'est une illusion, c'est une image qui est amusante, parce qu'on a à la fois la sensation que les lignes ne sont pas parallèles et en même temps l'impression qu'il y a un parallélisme dans ces lignes. Ouais, voilà. Alors, si on peut passer à la diapo suivante en même temps ou pas? Voilà. Et puis, je vais essayer de vous présenter quelques illusions pour commencer, dont j'espère que vous ne les connaissez pas tous, pas toutes, pardon. Donc, sur ces deux panneaux, vous voyez deux lunes. Il y a une lune qui apparaît bleue, une lune qui apparaît jaune. En fait, c'est exactement, si vous regardez bien dans le détail, ce sont exactement les mêmes disques qui sont placés sur un fond jaune et sur un fond bleu. Vous voyez? C'est-à-dire que la vraie image, c'est ça, exactement identique, qui apparaît de façon radicalement différente, suivant le fond sur lequel il est placé. Donc ça, c'est la définition même de la perception. Percevoir, c'est extraire quelque chose de son contexte. Le mot exister signifie la même chose, c'est sortir quelque chose du contexte. Et pour que les choses existent dans notre perception, on a besoin de les sortir. Et donc, on va beaucoup travailler dans notre système perceptif par contraste entre un élément et ce qui l'entoure. Et on va voir quelles sont les conséquences de ces choses-là. Un autre aspect de notre perception, c'est qu'elle peut être très limitée. Vous connaissez peut-être déjà à 80% cette image, avec ce joli sourire, n'est-ce pas? Qui n'apparaît pas lorsque le visage est à l'envers. C'est assez amusant de voir combien notre système perceptif voit une bouche, voit un très beau sourire, alors que ça devient une horreur dès que le visage est inversé. Sur cette image, il y a autant de cercles que de rectangles. Est-ce que certains voient des cercles? Est-ce que vous pouvez lever la main quand vous voyez des cercles? On voit un petit peu quel temps ça prend d'arriver à les percevoir. Ça va monter petit à petit. Ça vient. Je vais être obligé de vous aider si je ne veux pas dépasser mon temps. Donc ici, vous avez un cercle. Entre chaque rectangle, vous avez un cercle. Et pourquoi ne voyez-vous pas les cercles? Parce que votre cerveau, automatiquement, va aller interpréter l'ensemble de ces rectangles comme quelque chose de tridimensionnel, comme des cadres qu'on a l'habitude de voir, des encadrements. Et donc, le cercle disparaît, parce que dans cette perspective tridimensionnelle, il n'y aurait pas de cercle, effectivement. Est-ce que vous connaissez tous celle-ci? Alors, ceux qui la connaissent pas, enfin, ceux qui la connaissent, pardon, ne disent pas la solution à ceux qui la connaissent. Il y a en plein milieu de cette image quelque chose que vous ne voyez pas et qui va vous épater quand vous l'aurez vu. Vous voyez peut-être une espèce de petit gravier dans le mur de briques. En fait, ça n'est pas un gravier. Qui voit carrément autre chose qu'un gravier dans ce mur? Vous pouvez lever la main aussi, qu'on voit un petit peu. Quelques-uns pour l'instant. Si je vous dis qu'il s'agit d'un cigare, est-ce que quelqu'un arrive à voir un cigare dans le mur? Pour ceux qui ne le voient pas encore, voilà le cigare. Et voilà l'image de départ. Alors, si nous étions dans une culture où il est habituel de planter sa cigarette systématiquement dans le mur ou son cigare quand on fume, on la verrait du premier coup. Comme c'est quelque chose de complètement incongru, notre cerveau n'a pas l'habitude, n'a pas les algorithmes pour le détecter et donc ne voit pas ce cigare alors qu'il crève les yeux lorsque vous l'avez vu. Vous ne pouvez plus ne pas le voir. C'est ça qui est aussi extraordinaire, c'est que vous pouvez passer 5 minutes à regarder sans le voir. Une fois que vous l'avez vu, vous ne savez pas ne pas le voir. Ce qui veut dire que votre cerveau est en permanence en évolution permanente et qui se modifie à chaque interaction que vous avez avec l'environnement. Alors celle-ci, elle ne marche pas très bien sur la vidéo, ça ne tourne pas beaucoup, ce n'est pas grave. Sur celle-ci, vous n'avez que des mouvements linéaires, alors que vous voyez des mouvements de rotation.
si vous suivez un seul point, vous voyez que tous les points sont animés d'un mouvement linéaire, mais que vous voyez tout un tas de rotations qui surviennent sur cet écran. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire le catalogue de toutes les illusions d'optique, c'était juste un petit apéro. En fait, ce qui est amusant, c'est que pour les spécialistes des illusions d'optique, le concept d'illusion est un non-sens. Ça n'existe pas. Parce que de toute façon, on ne perçoit jamais la réalité. On est toujours en train d'interpréter le monde, pas plus lorsqu'il s'agit d'une illusion d'optique que quand il ne s'agit pas d'une illusion d'optique. Ça veut dire qu'en fait, on ne sait jamais si on est plus proche de la réalité ou plus proche d'autre chose, parce qu'on n'a pas les moyens perceptifs d'accéder à la réalité. Alors, ça, c'est les spécialistes des illusions d'optique, mais il y a des tas d'artistes qui ont joué avec. Hein. Tout le monde connaît cette image de la pipe de Magritte. Alors évidemment, tout le monde voit une pipe, mais en même temps, c'est écrit « ce n'est pas une pipe ». Et effectivement, ce n'est pas une pipe puisque c'est le dessin d'une pipe. On pourrait dire que tout ce que je projette sur l'écran n'est pas quelque chose puisque c'est une projection de quelque chose. Et donc, c'est comme ça que notre système fonctionne, en fait. On se représente des éléments, mais on n'a jamais accès à la réalité réelle, si on peut dire. Alors, il y a souvent une objection qui est faite dans le domaine des illusions, c'est on a l'habitude de voir des illusions en 2 dimensions. Toutes les images des chairs, etc., sont bien connues. Et qu'en est-il des objets en 3 dimensions? Alors, c'est assez amusant parce qu'ici, vous pouvez voir une chaise qui a l'air d'être une chaise, et ici, vous voyez un objet qui a l'air impossible, et pourtant, vous le voyez. C'est un vrai objet, ce n'est pas une image trafiquée, c'est un objet que j'ai fabriqué en bois, je l'ai pris en photo, et vous voyez que c'est un objet impossible, mais pourtant, vous pouvez le voir. Et en même temps, cette chaise qui a l'air tout à fait possible, c'est une chaise impossible, puisque si on essaie de s'asseoir dessus, on s'assoit dessus de cette façon-là. Et qu'en fait, la chaise, il faut la tourner pour se rendre compte qu'elle est fabriquée selon les règles de la géométrie pour faire croire qu'elle est orientée d'une façon alors qu'elle est orientée d'une autre façon. Voici encore un exemple avec une autre chaise, où vous voyez ici une chaise, mais en fait, cette chaise, on la reverra plus tard. Un grand maître mondial dans ce domaine, c'est le professeur Sugihara de l'université Meiji à Tokyo, qui a construit des objets et des algorithmes pour arriver à demander à ces algorithmes, je voudrais que cet objet ressemble à telle chose de tel point de vue et telle autre chose de l'autre point de vue. Et voilà un exemple de pont qu'il a fabriqué. Si j'arrive à passer, j'espère que, évidemment, mon espoir n'est pas bon. Est-ce que je peux passer la souris sur l'écran là-haut, ici, là? Est-ce que j'ai accès à la vidéo? Oui. Voilà. Donc, vous allez voir, ce pont est fantastique parce que lorsque vous introduisez des petites boules de bois sur ce pont en carton, elles vont toutes s'accumuler en haut. Il n'y a aucun trucage. Il n'y a pas de choses magnétiques, ni rien du tout. Et je ne sais pas, est-ce que vous préférez rester dans le mystère ou voir la solution? Qui veut le mystère? Qui préfère la solution? Ouais, vous êtes tous curieux. Hein. Alors, la solution, on va aller plus loin dans la vidéo. Voilà le pont, comment il est construit. Évidemment, le point culminant, c'est le point le plus bas. C'est pour ça que les billes vont s'accumuler en haut. Voilà. Donc, la question de la réalité est tout à fait intéressante. Notre cerveau ne peut pas s'empêcher de reconstruire des choses en fonction de sa familiarité. Et tout à l'heure, il pourrait dire c'est une chaise, évidemment. Ou on pourrait dire, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est une chaise. Mais finalement, quand on voit quelqu'un qui traverse la chaise, on se demande si c'est vraiment une chaise. Donc, c'est important de toujours se poser ces questions. Et le japonais Sugihara dont je parlais a construit des objets, un petit peu, vous voyez les formes de ces objets-là. Et donc cet objet vu d'un certain point de vue est vu comme une matrice de carré. Alors de l'autre point de vue d'en face, il est vu comme une matrice de rond. Et si vous allumez la lumière de façon appropriée, vous arrivez à montrer que l'ombre des carrés, c'est des ronds, et l'ombre des ronds, c'est des carrés. Et donc ça permet de remettre considérablement en cause notre certitude sur ce qu'on perçoit, et ça permet d'augmenter l'ouverture au point de vue de l'autre. On est en train d'ailleurs à Lyon de tester ça dans des services de rééducation pour des patients qui ont des grandes difficultés à prendre en compte le point de vue de l'autre, des patients du trouble schizophrénique, des patients qui ont eu un accident vasculaire cérébral. Et on se rend compte que confronté à cette réalité de l'importance du point de vue, on arrive à déclencher une espèce d'ouverture ou de capacité à se dire « Ah mais oui, mais il y a vraiment quelqu'un d'autre en face. C'est possible de ne pas penser comme moi. » Voilà. Donc, ce sont des cercles, évidemment, où de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est des carrés. C'est quelque chose d'important. C'est une image ici que je prends de la communication non violente qui aime bien cette image du pommier.
avec une personne qui dit « je vois des pommes mûres » et l'autre il dit « non, elles ne sont pas mûres » parce que d'un côté ou de l'autre du pommier, évidemment, et du côté ou de l'autre de la pomme, on peut avoir une face différente et donc on ne peut pas être d'accord sur les deux faces qu'on observe sur cette même réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est-à-dire que si je la vois verte et tu la vois rouge, je peux conclure que tu es daltonien. Ou bien, je peux être curieux, me dire « ah bon, mais toi tu la vois verte, c'est bizarre ». Et puis à ce moment-là, on est dans une ouverture, dans un dialogue qui est complètement différent de commencer par taper sur l'autre en disant « tu as tort ». Donc ça, c'est le lien qu'on va faire un petit peu entre la perception et la communication, en s'approchant progressivement de cette problématique de la communication à partir des illusions. Donc voilà une image dessinée par mon ami Rémi Rebourg, avec ce 6 qui peut être perçu, enfin ce 6 de mon point de vue, mais de votre point de vue en face, madame, monsieur, ça sera un 9 bien sûr, et qui permet de bien illustrer cette problématique de la différence des points de vue et de combien on peut, jusqu'où ça peut mener la différence de point de vue si on n'est pas dans cette ouverture. Alors avant d'aller vers la communication, je voudrais simplement parler un petit peu des mécanismes de notre perception pour vous montrer comment notre perception construit le monde, interprète le monde, et elle va utiliser à la fois un contexte spatial et un contexte temporel. Alors le contexte spatial, c'est par exemple ceci. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente Alors là, c'est la catastrophe. J'ai passé combien de diapos? Voilà. Est-ce que vous avez une idée de ce que représente cette espèce d'abominable ombre fantôme ici? Parfois, on me dit la statue de la liberté. Je ne sais pas si ça vous a fait penser à ça. C'est complètement informe, ce truc. Et en fait, lorsque vous le voyez dans son environnement réel, c'est-à-dire sur le tableau de Seurat d'où il a été pris, vous ne pouvez pas ne pas voir un bateau. Alors, vous avez peut-être des doutes maintenant que je vous ai focalisé là-dessus, mais quand vous voyez ça là-bas, vous voyez immédiatement un voilier, il n'y a pas de problème. Ici, vous avez une série de bonhommes de neige qui sont tous de la même taille. Et si vous rajoutez un contexte, ils changent de taille. Il y a des petits, il y a des grands. Et ils sont d'autant plus grands qu'ils ont l'air éloignés, puisque vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre en compte le contexte et la profondeur qui n'existe pas, puisque le plan est parallèle à vos yeux. Il n'y a pas de profondeur par rapport à vous, mais il y a une profondeur virtuelle dans l'image grâce aux lignes de fuite sur l'image. Et même si on vous dit de ne pas les prendre en compte, vous ne savez pas ne pas les prendre en compte parce que c'est des algorithmes automatiques de notre perception qui vont fonctionner automatiquement. Notre perception se base donc sur des contrastes au niveau spatial. Par exemple, ici, vous avez des barres qui ont la même couleur d'un bout à l'autre, mais comme le fond change du clair au foncé, vous avez l'impression que les extrémités droites sont plus foncées que les extrémités gauches, alors qu'en fait, c'est la même couleur tout le long. Ça rejoint cette problématique de tout à l'heure, hein, c'est la question des lunes et comment on juge une couleur relativement à son environnement. Et puis, ces dépendances entre l'objet et le contraste peuvent même aller modifier notre perception du temps. Vous allez voir celle-ci, c'est ma préférée. Vous avez deux cercles foncés qui sont sur un disque jaune et un disque violet. Et ces deux disques, les deux disques centraux passent du foncé au clair de façon parfaitement synchrone. Je dis bien synchrone. Et vous les percevez en opposition de phase. Et comme j'imagine que vous êtes sceptique, déplacez les deux cercles qui sont autour pour que vous voyez bien qu'ils sont synchrones. Et lorsque je les remets, ils repassent en opposition de phase. Donc vous voyez combien notre perception du temps peut être modifiée par le contexte spatial et combien c'est difficile de faire confiance à notre perception. Plus haut. Ah d'accord, je suis en train de bouffer les antennes, d'accord. Donc le contexte spatial illustre le fait qu'on a un point de vue sur les objets, la relation entre les différents objets va être complètement importante pour juger de chaque objet, et la relation entre l'objet et l'environnement va être aussi une importance considérable dans notre façon d'interpréter le monde. Alors, on peut aussi essayer de faire ça en coupant la moitié. Alors j'ai mis ouest et je ne connaissais pas l'orientation de la salle, hein, mais on va couper la salle en deux quelque part par là. Et donc, la moitié d'ici, vous allez fermer les yeux pendant que je vais montrer quelque chose à la moitié on va dire à ma gauche, à votre droite. Donc, c'est bon, tout le monde est prêt? Vous fermez les yeux ici. Voilà. Vous, de votre côté, vous ne lisez que ce qui est écrit en rouge sur l'écran. Vous ne vous intéressez pas au reste. D'accord? C'est bon? Maintenant, ceux qui avaient les yeux ouverts les ferment, ceux qui avaient les yeux fermés les ouvrent. Et vous ne vous intéressez qu'à ce qui est écrit en rouge sur l'écran et à rien d'autre.
C'est bon, tout le monde ferme les yeux. Tout le monde ouvre les yeux et vous lisez ce que vous voyez sur l'écran. Logiquement, il y en a qui voient un B, il y en a qui voient un 13, tout simplement parce que certains ont vu une ligne horizontale, d'autres une ligne verticale. Je ne vous ai demandé de ne regarder que le rouge, mais vous ne savez pas empêcher votre cerveau de prendre en compte ce qui est autour. Parce qu'en général, ce qui est autour a toujours une pertinence pour nous aider à interpréter ce qui se passe dans notre centre d'intérêt. Ça, c'était pour tout ce qui était au niveau spatial. Maintenant, au niveau temporel, vous avez ici un phénomène qui s'appelle le phénomène phi, qui fait que c'est le phénomène des guirlandes de Noël qu'on va bientôt voir arriver, qui fait que lorsque vous avez des points qui clignotent, ça crée un mouvement apparent, ça n'a aucun intérêt sur la diapositive. Par contre, là où ça va devenir intéressant, c'est si vous fixez votre regard sur la croix. Alors, si vous ne bougez plus les yeux, vous fixez la croix, tous les points roses doivent disparaître et vous voyez un point vert qui apparaît, qui est entièrement fabriqué par votre cerveau. Et lorsque vous vous remettez à bouger les yeux, le point vert disparaît, vous retrouvez les points roses. Donc, vous voyez que la façon de regarder le monde peut considérablement modifier l'interprétation de ce qui se passe autour de nous. C'est bon pour tout le monde? Ici, vous avez la vague de Hokusai qui est représentée de façon floue et de façon nette. Et je vous demande de fixer pendant 10 secondes ici la croix. Et ensuite, je vais vous présenter deux images. Vous continuerez de fixer la croix. Et ces deux images sont identiques, mais vous allez les voir différentes. Vous êtes prêts? Ne bougez pas les yeux. Vous voyez celle de droite floue pendant quelques secondes. Et puis, vous finissez par vous rendre compte qu'elles sont identiques. Ça, c'est un contraste dans le temps. C'est-à-dire que vous jugez l'image par rapport à celle qui a été présentée précédemment. Une autre catégorie d'effets temporels, c'est ce qu'on appelle les after-images, les effets consécutifs. Donc ça, c'est une image de l'hôtel de ville de Lyon. Je vais vous demander de fixer un point, pourquoi pas l'horloge ici, ou ce que vous voulez, s'il y a un point qui vous plaît dans la façade, autour du centre de l'image. Vous fixez un point, mais vraiment là, c'est important de ne pas bouger du tout les yeux d'un millimètre, si c'est possible. Je sais que ce n'est pas possible, mais essayez de ne pas bouger du tout les yeux. Et lorsque vous aurez les yeux bien fixés là-dessus, votre cerveau, votre rétine vont s'habituer à l'image. Et je vais changer l'image et vous continuerez de fixer exactement au même endroit sans cligner des yeux. Donc, ce qui est important, c'est que maintenant, vous pouvez cligner des yeux au maximum. Vous vous offrez 5 ou 6 clignements d'œil vite fait, là, pour bien humidifier votre cornée. Je change l'image, vous ne clignez plus les yeux. Et là, vous voyez un superbe arc-en-ciel qui est en noir et blanc. Est-ce que vous l'avez vu en couleur? Ça a marché, au moins pour ceux qui sont au centre. Là, c'est peut-être plus difficile de là-bas. Enfin, vous pouvez me croire, voilà. La même image peut être vue en couleur ou en noir et blanc. Juste avant de cligner les yeux, elle était en couleur. Vous clignez des yeux, elle passe en noir et blanc. Ça veut dire que votre cerveau, il fabrique complètement ce qu'il est en train de regarder et que ce qu'il pense de l'image est plus important que la réalité qui est présente dehors. Donc, tout ce que je vous montre ici, c'est pour montrer combien la perception dépend du temps, dépend de notre histoire. Et donc, on va essayer de tester ça même sur des choses un peu plus complexes que simplement des couleurs. Donc, vous avez ici une personne, on va imaginer que c'est quelqu'un qui vous donne rendez-vous tout à l'heure à la gare. Donc, vous devez apprendre ce visage par cœur. S'il n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, c'est un visage synthétique, c'est pas très sexy, on va dire, pardon. Voilà, donc vous apprenez ce visage par cœur. Et puis, je vais vous montrer un autre visage, là, d'un coup. Et je vous pose une question sur ce visage-là. Ici, vous avez un homme ou une femme? Ok, très bien. Maintenant, vous allez fixer ce visage ici. Vous avez 15 secondes, ça me permet de boire un coup. Et de nouveau, je vous montre un autre visage. C'est un homme ou une femme? Eh bien, c'est la même que tout à l'heure. Donc, vous avez vu 3 images en tout. Un visage féminisé, un visage virilisé, un visage neutre. Ce visage neutre, suivant ce que vous veniez d'observer avant, vous l'avez jugé masculin ou féminin. Vous voyez la fiabilité des portraits robots, et encore une fois, la fiabilité de notre perception de la réalité qui peut aller jusqu'au jugement du sexe des anges. Donc la perception dépend de notre histoire. Voilà un autre exemple ici. C'est tout simplement la projection du premier film des Frères Lumière, L'entrée en train en gare de la Ciotat. Je ne vois personne bouger dans la salle. Lorsqu'il était projeté, je ne sais pas où c'était, s'il était projeté en gare du premier film à Lyon ou ça, les gens s'enfuyaient de la salle
Parce que c'était pour la première fois dans l'histoire qu'on voyait un objet en 3 dimensions bouger vers soi, qui n'était pas en vrai. Maintenant, des enfants de 2 ans voient ça, ils ne bougent pas. Et pour arriver à se donner des sensations, il faut des salles en 4D+, 5D+, etc. Alors qu'à cette époque-là, le premier film, ça suffisait pour vous faire démarrer. Ça veut dire que votre cerveau est câblé complètement différent de celui des gens de cette époque-là. Voilà. Et puis, un autre exemple pour vous montrer la dépendance du temps, c'est la culture. C'est-à-dire que les illusions d'optique, vous connaissez certainement ces illusions-là. Allô, allô? Ouais, c'est bon. Les illusions d'optique, enfin certaines illusions d'optique, entièrement de la culture dans laquelle nous vivons. Et donc, les gens qui vivent dans des environnements où ils n'ont pas de structure carrée, rectangle, comme toutes nos cases, nos habitations, nos placards, etc., comme les Zoulous, les Inuits, ne sont pas sensibles à cette illusion d'optique, parce qu'en fait, cette illusion d'optique, elle s'explique par une interprétation en 3 dimensions de l'espace, qui est liée à nos structures carrées, etc. Et donc, on voit qu'on a des illusions d'optique qui dépendent de la culture. Et donc, ça aussi, c'est phénoménal, parce que ça montre combien notre perception du monde va être biaisée par toute notre histoire perceptive, tout ce qu'on a été habitué à voir ou à ne pas voir. Ça rejoint la question du cigare de tout à l'heure. Alors, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans le cerveau quand on perçoit, vous allez voir ici ce qui se passe. Ah ben non, vous n'avez rien vu du tout. Comme quoi, la perception, c'est vraiment mystérieux. Vous voyez ici ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on présente un mot sur un écran. Bon, mais ça ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi celle-ci, elle ne veut pas. Bon. En fait, ce qui se passe dans le cerveau, c'est que l'information arrive par ici, c'est à l'arrière du cerveau. Et puis, on a des neurones précurseurs qui vont vite envoyer des informations vers des neurones plus intelligents qui ont l'habitude de reconnaître des formes et tout, pour faire une espèce de préanalyse. Et ensuite, ces neurones, ils renvoient vite l'information ici pour leur dire c'est ça qu'il faut voir. Et donc, ils vont filtrer en quelque sorte le traitement de l'information ultérieure. Et c'est comme ça que notre cerveau il a l'habitude de croire que la première impression est toujours la bonne, puisque dès qu'il y a les précurseurs qui donnent une interprétation, tout se met en place pour arriver à trouver ce phénomène-là. C'est un petit peu comme quand vous allez aux champignons et que vous n'arrivez pas à les voir, puis une fois que vous en avez vu un, d'un seul coup, vous en trouvez partout. Votre cerveau a été configuré pour les voir, et donc il est capable de les retrouver. Et donc, pour parvenir du stimulus à son interprétation, on a l'influence du contexte extérieur qu'on a vu, tout ce qui est du domaine spatial, et tout ce qui est du contexte intériorisé, qui est du domaine temporel, qui a été intériorisé. En fait, c'est du contexte spatial qui a été intériorisé par notre expérience et qui devient du coup un phénomène temporel. C'est à force d'être exposé qu'on modifie ces choses-là. Et donc, voilà comment on passe de la réalité extérieure aux interprétations que l'on se fait du monde avec toutes ces interprétations qui sont liées à la prise en compte des contextes et dans le contexte, des contrastes qui existent entre les objets et leur environnement. Donc, vous avez ici la solution pour la chaise. On retrouve la chaise de tout à l'heure. Vous avez quelqu'un assis dessus. Et vous voyez la différence de taille de mes 2 étudiantes là. Et en fait, c'est tout simplement parce que les pieds de la chaise sont ici et l'assise de la chaise est 3 mètres plus loin. Donc, forcément, cette personne a l'air plus petite. Mais même en le sachant, même en l'ayant construite, moi, en ayant l'interprétation ici et en ayant toutes les explications, vous êtes toujours choqué par cette image-là et vous percevez toujours ces 2 personnes de taille très différentes. On n'arrive pas à voir la réalité parce que c'est une réalité exceptionnelle. On n'a jamais l'habitude de voir des chaises dissociées de cette façon-là. Mais c'est juste une question d'habitude. Si on avait l'habitude d'avoir des pieds de chaise et des assises de chaise séparées, on n'aurait aucune difficulté à percevoir ces 2 personnes de la même taille. Donc, percevoir, c'est interpréter le plus probable, ce qu'on a l'habitude de percevoir. Vous connaissez peut-être ce phénomène-là. Lorsque vous regardez un masque creux, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir le nez de façon convexe, alors qu'il est concave. Parce que des nez concaves, ça n'arrive jamais. Alors, peut-être que les acteurs, je ne me suis jamais posé la question, on pourrait peut-être faire une étude chez des acteurs qui portent des masques, mais vous voyez que même en biais ici, où on voit très bien qu'on est en creux, on voit encore les lèvres, le nez qui sont de façon convexe au lieu d'être concave. Et vous connaissez celle-ci, c'est vraiment une très vieille illusion. Celle-ci, on l'appelle le triangle de Canisa. Vous voyez ici un camembert, 2 camemberts, puis au lieu de voir 3 camemberts, vous voyez un triangle posé sur 3 ronds. Et c'est une illusion qui fait dire beaucoup de bêtises aux journalistes, par exemple, qui disent que nous sommes trompés par notre cerveau ou notre cerveau nous trompe, etc. Alors qu'en fait, c'est grâce à ça que l'espèce humaine survit. Parce que si vous n'étiez pas capable de voir un triangle ici,
vous ne serez pas capable de voir un tigre ici, puisque le tigre, il est caché en partie par des arbres. Et tout objet, tout prédateur qui serait interrompu par un fil d'araignée, ce serait de moitié, vous devriez voir plusieurs morceaux de tigre et pas un tigre ici, si vous n'étiez pas capable de voir le triangle. C'est la capacité. On a dû apprendre à percevoir très rapidement ces choses-là pour prendre des décisions rapides et s'échapper vite. Et du coup, on continue de percevoir un triangle lorsqu'il n'y en a pas. Mais ce n'est pas une erreur de notre cerveau, c'est un choix de notre cerveau parce qu'il est utile dans la vie de tous les jours. C'est ce qui nous permet de reconstruire les chaises, c'est ce qui nous permet c'est ce qui a permis à l'espèce humaine de survivre. Mais c'est aussi ce qui nous permet de rigoler quand vous voyez un zèbre comme ça. Parce qu'il y a un petit bout de votre cerveau qui vous dit ça, c'est un animal, les deux morceaux sont en continuité, les algorithmes de bas niveau vous disent ça, puis il y a quand même quelque chose à un autre niveau qui vous dit ben non, c'est pas possible. Et du coup, on sourit tout seul de la contradiction interne qu'on a dans notre cerveau entre ces deux interprétations possibles de l'image qu'on est en train de regarder. Et du coup, à force de refuser de voir les choses, vous voyez, vous connaissez peut-être cette vidéo. Donc ce cube-là, en fait, il ne bouge pas du tout comme il bouge, comme vous le voyez bouger. Il bouge comme ça parce que vous refusez, moi aussi d'ailleurs, hein, parce que notre cerveau refuse de l'interpréter comme un cube en creux. Et en fait, ce cube étant creux, il a été fabriqué avec toutes les lignes de perspective qu'il faut pour faciliter les choses, pour faciliter l'erreur. Mais du coup, ça veut dire que vous préférez distordre le mouvement du cube plutôt que d'accepter de le voir en creux. Donc ça, c'est une leçon très importante de notre perception, c'est qu'on est prêt à modifier le réel plutôt que d'accepter de se remettre en question, même à un niveau aussi de base de la perception. Et vous pouvez jouer la même chose ici, pour ceux qui ne le connaissent pas, le coup ça y est, je ne trouve plus comment on appelle ça, le bouchon de la bière ou du champagne ou de ce que vous voulez. Vous le tenez avec le bout le plus petit en avant. Comme votre cerveau a tendance à interpréter ça comme un cylindre, il va en conclure que le rouge ici est en arrière. Avec un seul œil, hein, ça marche. Avec les deux yeux, votre cerveau il résout le problème, si vous regardez avec un seul œil. Et ensuite, vous faites bouger le muselet. Et là, d'un coup, vous allez le voir se tordre dans tous les sens. Si vous le tournez à gauche, vous allez le voir tourner à droite. C'est complètement fou. C'est à peu près comme cette image-là. Donc, c'est très simple. On peut le faire chez soi tout le temps. Donc, voilà. Une fois qu'on a une croyance, une fois que notre cerveau est installé dans l'interprétation qu'il a, il préfère tordre le réel plutôt que de remettre en cause son interprétation. Voilà. Et voilà un autre exemple ici. Vous avez tout simplement une photo macro d'un papier essuie-tout où les points sont à peu près en bosse, là, à part un ici, voilà, qui est en creux. Donc, vous voyez tous les points en bosse. Donc, ce que je vais vous demander, c'est, là, encore une fois, il va falloir pas cligner des yeux. Donc, là, clignez des yeux volontairement 10 fois. Et ensuite, je vais retourner l'image et vous essayerez de continuer à la regarder sans cligner les yeux le plus longtemps possible. Vous êtes prêts? On retourne l'image. Vous voyez toutes les petites bosses qui sont restées des bosses jusqu'à ce que vous cligniez les yeux. Un simple clignement d'œil modifie complètement le relief de l'image. Donc, ça veut dire que votre cerveau, il préfère s'accrocher à l'image de la bosse plutôt que de remettre en cause cette image, même lorsque, en réalité, c'est devenu des creux. Voilà. Donc, tout ça, c'était le contexte temporel. On a des phénomènes d'adaptation sensorielle qu'on a vu avec des couleurs. On voit qu'on a appris à voir, que notre cerveau il choisit ce qui est le plus probable et que même notre culture va modifier nos habitudes de percevoir. Donc, si on voulait être rigoureux, au lieu de dire ce sont des cercles, évidemment, on pourrait déjà dire tout à l'heure, on disait de mon point de vue, j'ai l'impression que ce sont des carrés, mais on pourrait aussi dire de mon point de vue et à l'instant qu'il est, j'ai l'impression que ce sont des carrés. En toute logique, on devrait toujours s'exprimer comme ça, plutôt que de dire tu es con, on pourrait dire voilà. De mon point de vue, à l'instant qu'il est, avec l'histoire que j'ai, de ma culture, etc., voilà comment je perçois les choses. Donc, ça nous amène à la communication. Lorsqu'on communique, on a l'impression de choisir des mots avec attention, avec précision, et que les mots ont un sens, et que du coup, on va arriver à véhiculer des pensées, des émotions, des sentiments, des choses claires, des instructions, etc. Mais les mots ne sont pas nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Ils sont eux aussi entendus, interprétés. Les mots, c'est un petit peu comme des emballages, et je dis, c'est un petit peu comme si on envoyait un emballage vide à quelqu'un. On met un concept dedans, une pensée, une instruction, quelque chose comme ça, on l'envoie, et puis on ne sait pas qu'est-ce que la personne va trouver dans cet emballage, parce qu'on n'emballe pas tous les choses de la même façon, et que lorsqu'elle va déballer, elle ne va peut-être pas trouver la même chose. Donc on va refaire la même chose que tout à l'heure avec des mots.
Donc la moitié ici va fermer les yeux, vous ouvrez les yeux, vous lisez simplement dans votre tête tout ce qui apparaît sur l'écran. Vous avez tout vu, c'est bon? Maintenant, vous fermez les yeux et vous ouvrez les yeux. Et on va faire pareil, vous lisez ce qui apparaît sur l'écran. C'est bon. Voilà. Maintenant, tout le monde lit ce qui est écrit sur l'écran. Il y a la moitié qui doit dire fil, la moitié qui doit dire fils, parce que certains ont eu un contexte de couture, l'autre un contexte familial. Donc la prononciation du mot sera différente. Donc forcément, si vous racontez en sortant de la salle, il avait écrit fils sur son écran ou il avait écrit fil sur son écran, la personne qui reçoit le message est aiguillée dans une direction complètement différente et il n'y a plus de moyen de communiquer ou de savoir, enfin d'échanger de façon rationnelle entre nous. Et sans compter que le mot fil, il a des tas d'homonymies possibles. Et comme vous le savez, dans la vie de tous les jours, on a aussi tout un tas de figures de style, telles que l'humour, les allégories, etc., qui permettent de créer de l'ambiguïté dans le sens. Donc, on a aussi beaucoup de complexité dans notre communication et beaucoup de capacité à se tromper d'interprétation. Et donc, notre interprétation dépend du contexte. Vous avez ici des phrases, par exemple, « Le prisonnier des cannibales était prêt à manger ». Cette phrase a deux sens. Mais votre cerveau en trouve une tout de suite et il faut se creuser la tête. Je me rappelle quand j'ai lu cette phrase, il m'a fallu 5 minutes pour trouver le deuxième sens. Parce qu'une fois que votre cerveau a choisi une interprétation, il a beaucoup de mal à aller se désengager de celle-ci pour se dire il y a peut-être d'autres significations possibles. Et on est prisonnier de cette interprétation. Combien voient les deux sens de cette phrase parmi vous? La moitié à peu près? Donc en fait, le prisonnier des cannibales, s'il est cuit, il est prêt à être mangé par les cannibales. Et on peut aussi dire qu'il est prêt à se mettre à table. D'accord? Voilà. Et c'est pareil pour toutes les phrases qui sont ici. Le médecin guérit. Les enfants préfèrent les gâteaux à la crème. Donc, ils préfèrent les gâteaux à la crème ou ils préfèrent les gâteaux à la crème. Et donc, dans ce genre de phrases, d'habitude, on les voit dans un contexte tel que cette phrase-là, dans son contexte, il n'y a aucune ambiguïté. Et donc, on n'a aucun problème de détecter qu'il y a une ambiguïté. On n'a pas cette habitude-là. Et notre cerveau a l'habitude donc de choisir l'interprétation et ensuite il va rester coincé dans cette interprétation. Donc voilà, j'ai mis des illustrations des phrases. Mes parents nous ont proposé de venir ce week-end, par exemple. Qui c'est qui va venir? C'est les parents ou c'est nous? Voilà, le genre de phrase. On avait décidé que voilà, et ben non, finalement, chacun attend chez soi ou chacun se croise sur l'autoroute. Des phrases comme ça, on en a tous les jours et on s'engueule tous les jours avec nos conjoints, nos proches, nos enfants, etc. parce qu'on a ce genre de soucis avec l'ambiguïté qui réside dans les mots. Donc, comme pour la perception, c'est l'ambiguïté qui permet de résoudre le contexte. C'est le contexte qui permet de résoudre l'ambiguïté et le contexte n'est pas le même pour tous. On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même espace, etc. etc. On n'a pas les mêmes émotions, etc. etc. Voilà. Et donc, sans contexte, l'ambiguïté de la phrase, on peut parfois la détecter, mais dès qu'on a un contexte, et on ne peut pas ne pas avoir de contexte dans la vie de tous les jours. Il y a un jour où je suis triste, un jour où je suis gai, un jour où je viens d'apprendre une bonne nouvelle, un jour où je suis stressé, etc. Un jour où je me rumine que hier, on m'a fait un sale coup, etc. Et donc, on confond notre interprétation avec la réalité. Le problème, c'est pas, pour notre cerveau, ce n'est pas qu'on interprète le monde, parce qu'on est obligé de l'interpréter, sinon ça n'aura aucun sens. C'est lorsqu'on confond l'interprétation avec la réalité. Et donc, ce qui est important, c'est de se décoller de cette interprétation, comme tout à l'heure, en disant, c'est parce qu'à cet instant précis et de là où je suis, je vois une chaise plutôt que c'est une chaise. Voilà. Donc, il s'agit de prendre nos responsabilités aussi bien dans la perception que dans la communication, de se rendre compte que, à la fois, relativiser, c'est-à-dire c'est mon point de vue, mais ce n'est pas forcément la réalité, mais en même temps, ce n'est que mon point de vue, mais il est aussi important que les autres. C'est-à-dire qu'il y a à la fois savoir rester ouvert au point de vue de l'autre, mais aussi savoir ne pas s'oublier soi-même et oublier son point de vue pour le laisser noyer dans les points de vue des autres. D'accord? Donc, il y a vraiment cette dialectique à avoir. Tous les points de vue sont également importants. Et vraiment, ce type d'expérience qu'on peut faire ensemble montre qu'en multipliant les points de vue, on peut arriver à trouver les solutions dans des cas où il y a des ambiguïtés. Et d'ailleurs, ça vous est sûrement arrivé en regardant une scène au loin, de faire comme ça pour visualiser quelque chose, tout simplement parce qu'en faisant ça, vous avez déjà deux points de vue qui ne sont pas très différents, mais suffisamment un petit peu différents pour arriver à voir si ce truc-là aligné avec ce machin, c'est un truc ou c'est pas un truc, quoi. D'accord?
Voilà. Et donc, vous avez ici cette jolie voiture, toujours construite, enfin, pas la voiture, mais le toit construit par Sugihara, qui en fait est un toit que vous voyez ici concave et que vous pouvez voir du point de vue opposé comme étant convexe, tout simplement parce qu'il est plat. Donc, comment multiplier les points de vue vous permet d'arriver à vous rapprocher plus de la réalité, tout simplement en se rappelant qu'on a toujours plusieurs types de perspectives à prendre, cognitives, spatiales, on l'a bien vu, ou émotionnelles. On a tous des contextes différents, on a des pensées différentes, des intentions différentes au niveau cognitif, des émotions différentes et des points de vue spatiaux différents sur les situations. Et donc, au niveau de la communication, je vais prendre cet exemple que j'aime beaucoup. Tu as encore oublié d'éteindre la lumière. Vous entendez cette phrase avec un ton comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous réagissez? Et bien là aussi, c'est comme dans la perception, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de répondre comme un ado en insultant la personne qui vous a envoyé cette phrase-là que vous jugez agressive. C'est-à-dire que vous pouvez être dans la critique, l'accusation, en lui renvoyant ses défauts, etc. etc. Donc, tu n'avais qu'à me le rappeler, tu n'as qu'à le faire toi-même, tu n'es pas obligé d'être aussi agressif, voire pire, évidemment, j'ai été plutôt poli sur cette diapo. Donc, vous pouvez avoir des jugements réactifs qui sont tournés vers l'autre. Si vous êtes plutôt un jour déprimé, vous allez être plutôt autocritique et vous accabler vous-même. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous dire je suis vraiment étourdi, ce n'est pas la première fois, je suis tort. Enfin, j'exagère un peu, mais bon, voilà la tendance qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'à partir de la même phrase, de la même façon qu'on peut interpréter différents objets dans le monde, cette même phrase peut vous faire des effets différents en fonction de comment vous allez décider de l'accueillir. Donc ça, c'est les mots qu'on appelle les mots mûrs en communication non violente, hein, lorsqu'on va barrer la communication. C'est-à-dire qu'on échange des mots, mais en fait, on n'échange pas entre soi, on n'échange pas entre humains, on va dire. Et puis, vous avez tout ce qui est plutôt des mots fenêtres qui vont chercher l'ouverture à l'autre. Et donc, ça peut être l'auto-empathie, fenêtre sur soi-même. Qu'est-ce que je ressens lorsque j'entends cette phrase-là? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est-à-dire, moi, quand on me parle comme ça, je me sens triste, j'ai besoin de détente, je me sens fatigué, j'ai besoin de soutien, je me sens agressé, etc. etc. Et puis, vous avez la possibilité aussi de vous tourner vers l'autre et de se dire, mais qu'est-ce qui est important pour toi quand tu me dis ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ressens? Quels sont tes besoins? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que tu es en colère parce que tu as l'impression que je ne t'ai pas écouté? Est-ce que tu as envie de protéger notre environnement? Est-ce que c'est des préoccupations écologiques? Ou est-ce que c'est une préoccupation financière de payer la lumière? Ou est-ce que tu aimerais partager les responsabilités parce que tu as besoin d'équité? Vous voyez qu'à partir de cette phrase-là, si on réfléchit bien, on peut s'inventer 50 façons de répondre à la même sollicitation sur un spectre qui va de l'agression vers l'autre à l'agression vers soi, en passant par la possibilité de conserver l'ouverture à l'autre ou d'essayer aussi de s'écouter soi et de prendre soin de soi et de prendre soin de l'autre. Alors, quand je vous présente ces 4 cas, ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est bonne et une qui est mauvaise. Ça veut dire qu'en fonction des circonstances, en fonction de votre disponibilité, de votre temps, de votre espace, vous pouvez choisir de répondre de l'une ou l'autre des façons. Ce qui est important, c'est de vous rendre compte que vous pouvez choisir, que vous avez le choix, et de le faire en conscience, au lieu de laisser le pilote automatique faire ça tout seul. Parce qu'après, vous pouvez le regretter. Si vous avez choisi, parce que là c'était ce qui vous semblait approprié aujourd'hui, à cette heure-là, j'avais envie de faire comme ça. Ça, c'est bien. Vous avez posé des choses. Si vous l'avez fait uniquement sur un mode réactionnel, du coup, ce n'est pas vous qui êtes vraiment aux commandes de ce qui se passe, et puis l'interaction va chuter au lieu d'aller vers l'ouverture et d'aller en tout cas vers ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, adopter un autre point de vue, c'est à la fois se rapprocher plus de la réalité en enrichissant le nombre d'images qu'on a sur notre environnement, et puis aussi vers soi, c'est à la fois de prendre conscience des limites de notre point de vue. Donc, paradoxalement, c'est aussi s'approprier sa façon de voir, c'est-à-dire même quand on dit « c'est beau », en fait, « c'est beau », ça ne veut rien dire. Ce que ça veut dire, enfin si, ça veut dire « je trouve ça beau ». À l'instant où je me trouve et de là où je me trouve, je trouve ça beau. D'accord. Mais il n'y a pas de beauté absolue à l'extérieur. Et on a toujours tendance à s'exprimer de cette façon-là. Donc l'intérêt ici, c'est de rappeler combien c'est important de s'approprier même ce qui nous paraît une évidence extérieure comme étant quelque chose qui vient de soi. Et donc, c'est de penser à la première personne. Je prends la responsabilité de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que j'interprète, même si c'est une évidence apparente. Et donc, du coup, ça vous permet aussi de rester ouvert à d'autres possibles. C'est-à-dire, il y a plusieurs façons de voir la même chose. Et ça m'intéresse de savoir comment toi aussi tu vois le monde. Et puis, si on est d'accord
ben, c'est peut-être tant mieux, mais si on n'est pas d'accord, c'est peut-être encore mieux parce qu'on va pouvoir en discuter et enrichir chacun nos points de vue et aller plus loin ensemble. Voilà. Je vous laisse avec cette phrase de Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente. Toute violence résulte du fait que les gens se jouent d'eux-mêmes en croyant que leur douleur provient d'autres personnes. Donc ça, c'est aussi un problème de perception, hein. C'est comme sur les 4 cases. Tu as oublié de fermer la lumière, pan, je te tape. Et que par conséquent, ces personnes méritent d'être punies. Ça, malheureusement, dans tous les livres d'enfants, il y a des gentils, des méchants. Et les gentils ont toujours le droit de tuer les méchants. On nous apprend ça depuis qu'on est petit. Et on est dans un monde où la violence est légitimée du fait de l'existence de gentils et de méchants. Évidemment, c'est une question de perception. Voilà. Si ça vous intéresse d'aller plus loin au niveau expérientiel, vous avez un petit site ici qui s'appelle trajectoire.site et qui fait part de ces ateliers réalité qu'on promène de temps en temps pour permettre aux gens de faire cette expérience tridimensionnelle dans des ludothèques, dans des musées. Ça va être au mois de mars au musée des Confluences à Lyon, qui permettent aux gens de faire ces expériences, d'avoir des boîtes dans lesquelles ils ont 2 trous, 2 points de vue, et ils commencent à s'engueuler ou pas, ou à se dire, voilà, on voit comment ils réagissent. Puis après, ils changent de côté de la boîte, et là, ils disent, ah ben non, c'est pas possible. Voilà. Donc voilà un petit peu, si vous voulez prolonger un petit peu ça. Je vous remercie de votre attention. Et je vous remercie beaucoup pour le plaisir que vous me donnez de partager